Bonjour à toutes. Bonjour. 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 Bonjour à toutes et à tous et merci de votre participation à cet événement African Innovation Center dans lequel sera organisé tout au long de l'année des salons et des conférences en ligne sur différents domaines liés à la transformation numérique dans le continent africain. Donc là, c'est la deuxième séance de cet événement. Sur cette séance, nous allons faire un état des lieux sur le e-commerce en Afrique et nous allons discuter de la législation africaine en matière de e-commerce avec évidemment nos invités d'honneur, Maud Lambert et Patrick Amouzou, qui sont des spécialistes dans la propriété intellectuelle et les nouvelles technologies. Donc, chers participants, tout au long de ce panel, je vous laisse poser vos questions sur le chat ou bien les réseaux sociaux, Facebook ou YouTube. Et bien évidemment, nous ferons en sorte de vous répondre. Je donne la parole à Maud pour se présenter et puis d'en parler un peu sur elle, quoi. Voilà, c'est à vous la parole, Maud. Bonjour, donc moi je suis avocat au sein du cabinet KPMG Avocat et je suis spécialisée dans tout ce qui est lié aux activités numériques, donc les nouvelles technologies, la protection des données personnelles. Et je travaille avec Patrick depuis maintenant presque 10 ans. Voilà. Ok, merci Maud. Patrick, à vous aussi. Merci, Si vous pouvez merci présenter. Areski. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Bon, bien, donc, merci effectivement Amadou et Areski. Donc, je suis chez KPMG Avocat, où je suis donc associé en charge donc de la pratique IT digitale, donc pour informatique, digitale, nouvelles technologies. Et voilà, j'ai le plaisir de travailler avec Maud depuis bien longtemps. Je n'avais pas réalisé que ça faisait 10 ans, mais voilà, Maud, Voilà. donc, nous avons donc un anniversaire Ah oui, n'attends pas à fêter. effectivement. Voilà. Je vous rends la parole, Areski, donc pour voilà, pour introduire notre sujet du jour. Voilà, donc, effectivement, on va procéder, sur ce panel. Donc, je vais vous poser quelques questions. Donc, on va commencer par la première question qui, je pense, qui est légitime, hein, pour un peu introduire le sujet. C'est de nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est que la législation du commerce électronique et puis quels sont aussi les objectifs d'un cadre juridique en matière de paiement électronique. Très bien. Alors, disons que ce qu'il faut comprendre, parce qu'on part quand même, on part pas de rien, en Afrique, hein, on part de 2 choses. On part d'un cadre juridique, je dirais qui est balbutiant, mais qui a le mérite de déjà exister et puis on peut quand même tirer une expérience de ce qui s'est déjà fait au niveau européen et naturellement, au niveau des USA, et de la Chine. Alors, un chiffre quand même important, pour mettre un peu les choses, en perspective, hein. En 2017, donc le e-commerce donc, en Afrique, représentait 16,5 milliards de dollars. Vous voyez, on est quand même sur des chiffres, sur des montants qui sont astronomiques et McKinsey, prévoit, alors c'était avant le Covid, hein, et avant le reconfinement, McKinsey prévoit donc un chiffre d'affaires de 75 milliards de dollars pour l'e-commerce en Afrique à horizon 2025. Donc, est-ce que vous imaginez donc je dirais le colosse économique que peut représenter l'e-commerce? Alors, il y a plusieurs enjeux auxquels doit répondre un cadre juridique. Dans le contexte européen, Maud vous expliquera tout à l'heure quels sont les fondamentaux que l'on doit retrouver dans un cadre juridique en matière d'économie numérique, mais également, il ne faut pas perdre de vue que, je dirais, la réglementation en matière d'économie numérique est également un facteur de succès commercial et qu'en Afrique, non seulement on doit réguler, mais on doit également inciter
et encouragé. Donc, Maud, si tu veux bien, je vais peut-être te laisser présenter un petit peu les différents éléments qui constituent finalement un cadre législatif en matière d'économie numérique, et puis après, on fera un petit focus sur les spécificités africaines. Donc, comment, à travers le droit, donc amener la confiance dans le domaine de l'économie numérique et dans le domaine de l'e-commerce. Voilà. Oui, donc pour poursuivre un petit peu ce que vient d'expliquer Patrick, on est dans un environnement, il y a à la fois un environnement technologique et à la fois un environnement juridique. Souvent, le juridique arrive un petit peu court après l'environnement technologique pour essayer de réguler. On est aujourd'hui au niveau européen et qui arrive petit à petit en Afrique. Alors l'Afrique, c'est quand même une multitude de pays différents avec parfois une base juridique, c'est-à-dire qu'on est plus vers le droit français et plus vers le droit anglais sur certains pays. Mais globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pourquoi on a des règles de droit, c'est qu'elles essayent d'encadrer comment on fait pour payer en ligne, comment on fait pour informer les personnes dans un environnement qui est très différent d'un environnement physique, puisque quand on va acheter son pain ou quand on va acheter son journal, on est dans un environnement qui est physique, donc on voit la personne, on voit ce qu'on achète et on paye de main à la main. Alors parfois avec d'autres moyens numériques, mais c'est d'autres moyens de paiement. Mais c'est vrai que c'est ça la grosse différence et c'est pour ça qu'on fixe un cadre juridique, c'est parce que finalement le consommateur, celui qui achète, il ne voit pas ce qu'il achète, il ne sait pas comment ça marche pour payer. Et donc, c'est pour ça qu'on fixe un cadre juridique pour imposer à tous ceux qui permettent le e-commerce, finalement, de rééquilibrer entre les consommateurs et les professionnels. C'est ça l'objectif de la réglementation d'une manière générale, c'est finalement de permettre à celui qui achète d'être informé du détail de sa commande, de comment il paye, et qu'il n'y ait pas de surprise. Voilà. Merci pour ces explications. La question qu'on se pose aussi, hein, existe-t-il réellement donc une législation donc en Afrique? Et voilà, si c'est le cas, comment elle est concrètement mise en œuvre et par qui? Si vous pouvez nous répondre à ces questions. Alors très précisément, disons que le sujet a malheureusement, il faut bien le dire, été pris en Afrique par différents bouts. C'est-à-dire qu'on a tenté en fait au niveau sous-régional. Il y a juste votre micro qui est coupé, je pense, Patrick. Donc, Vous m'entendez? Voilà, c'est bon, c'est parfait. Là, c'est recoupé encore une fois. Alors, est-ce que vous m'entendez là? Là, c'est parfait. On vous entend. Voilà. Donc, effectivement, donc on se retrouve donc à différents niveaux, c'est-à-dire premier niveau, donc un cadre juridique qui a tenté d'être mis en œuvre au niveau régional, puis au niveau sous-régional, et puis après un certain nombre de réglementations nationales. Donc, de manière, en fait, pour ceux qui ont des insomnies, je vous invite à lire donc le rapport donc fait par la Commission économique pour l'Afrique de la CNUSED. Et qui a fait un rapport assez intéressant. On pourra le fournir donc après la réunion à ceux qui sont intéressés. Mais globalement, on a donc, je dirais une réglementation qui a été mise en œuvre donc au niveau de l'UEMOA, puis quelque chose qui a été fait au niveau de l'OHADA en matière d'écrit électronique. Et enfin, on a en particulier en Afrique de l'Ouest, donc dans la sous-région ouest africaine, on a autant de pays que de réglementations en matière de commerce électronique. Alors, ça fait une espèce de patchwork qui est, que Maud et moi nous connaissons bien pour accompagner différents acteurs dans certains de ces pays. Cela fait donc une espèce de patchwork avec des réglementations qui sont toutes globalement inspirées donc de la loi sur la confiance
dans l'économie numérique en France, mais qui malheureusement ne sont pas cohérentes entre elles et qui bien souvent ont été constituées sans regarder le travail qui a été fait au niveau de l'UEMOA. Mais d'une manière générale, le véritable sujet, c'est que quand on parle d'e-commerce, de quoi on parle? On parle effectivement donc d'acheter un bien ou un service. Si vous achetez le service, il sera la plupart du temps dématérialisé. C'est-à-dire, par exemple, vous allez sur Apple et donc vous achetez une application dans l'Apple Store. Voilà, c'est de l'e-commerce. Voilà, vous l'achetez, c'est de l'e-commerce. C'est le premier pas de l'e-commerce depuis votre iPhone. Vous allez sur le site apple.com et vous commandez un iPhone. Là, on n'est plus dans une livraison de service, on est dans une livraison de service, mais on est dans une livraison de biens. Les problématiques qui vont se poser, vous avez un cœur commun de problématiques qui vont se poser, qui sont celles que Maud vous expliquait tout à l'heure, qui sont finalement le produit ou le service concerné, est-ce qu'on me l'explique bien, est-ce qu'on me le présente correctement, le prix, est-ce le bon, est-ce que j'ai toutes les informations sur le produit, sur les conditions de livraison, sur ses caractéristiques, etc., etc. Bon, si on est dans un monde dématérialisé, ça va s'arrêter là, parce que je vais télécharger une application ou télécharger un contenu. Si on est dans un monde qui est physique, c'est-à-dire que finalement j'achète mon iPhone, il va falloir en plus de ça traiter toute la partie logistique de la transaction. Une fois que l'achat est réalisé, il va falloir aborder la partie logistique pour faire en sorte effectivement que le bien puisse, je dirais, arriver jusqu'au consommateur. Donc une fois qu'on a dit ça, 2 enjeux majeurs, hein, pour le droit de l'e-commerce en Afrique. Le premier enjeu, c'est comment effectivement amener de la régulation dans un domaine qui est dominé par des géants. Alors c'est parfaitement légitime. Il faudrait qu'un autre un jour en Afrique, nous ayons des géants, des champions, je dirais, continentaux en matière d'e-commerce. Pour l'instant, ces champions continentaux, ils s'appellent Amazon, notamment Apple, enfin ce sont les GAFAM et Alibaba. Ça, c'est le premier enjeu, c'est-à-dire faut arriver finalement à faire en sorte d'avoir une réglementation dans les 54 pays, africains qui puisse à la fois permettre, donc l'e-commerce, mais qui permettent également d'être adapté aux spécificités locales. C'est-à-dire que, par exemple, est-ce qu'on va pouvoir gérer, Maud vous en parlera tout à l'heure, est-ce qu'on va pouvoir gérer, je dirais des retours, déjà de la livraison de marchandises comme on le fait en Occident. Voilà, en Occident, il y a des points relais, il y a des adresses géographiques qui sont extrêmement précises. En Afrique, et il y a un réseau de livraison. Voilà. En Afrique, le premier problème, c'est la livraison. C'est-à-dire qu'une fois que la marchandise est arrivée sur l'aéroport local, comment est-ce qu'on fait pour amener la marchandise de l'aéroport ou du port jusqu'au consommateur? C'est que c'est un véritable challenge. Et donc, on ne peut pas le réguler de la même façon que qu'on régulerait cela, je dirais, en Europe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le cadre juridique de l'e-commerce en Afrique doit être un cadre juridique qui impulse, qui favorise, qui permet, qui encourage l'e-commerce. Parce que chaque fois que l'on fait de la réglementation en Afrique dans le domaine du digital, on ne peut pas se contenter d'encadrer. On ne peut pas se contenter de mettre des règles. On doit aussi favoriser, inciter, encourager. Voilà. Donc, c'est ça qui va faire qu'il y a un certain nombre de spécificités du cadre juridique de l'e-commerce en Afrique. Et c'est vrai que, je dirais, sans être critique, on a travaillé beaucoup avec Maud sur différentes réglementations dans différents pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont malheureusement des copier-coller, parfois, je dirais, intelligents, plus ou moins adaptés, donc de la réglementation occidentales et qui ne sont pas encore appliquées, qui matériellement, en réalité, dans la relation entre le consommateur et l'e-commerçant, ne trouvent pas encore d'application concrète. Oui, ben effectivement, vous avez évoqué le sujet concernant la législation européenne. Justement, c'est de dire forcément que la législation africaine s'est inspirée un peu de celle-là, mais est-ce qu'il y a réellement des différences actuelles qu'on peut évoquer? Ou bien, voilà, comme vous l'avez dit, la plupart du temps, c'est du copier-coller. Voilà, donc c'est surtout cette question qui est… Alors, voilà.
Alors, le terme copier-coller je dirais, il est extrêmement générique et peut-être, quelque peu, excessif. Mais c'est vrai que, en tant qu'Africain, quand je lis un texte, quand je prends la réglementation e-commerce d'un pays, j'ai quand même envie d'y trouver des choses qui sont, adaptées aux spécificités locales que je connais pour avoir grandi dans le pays, ou dans un pays voisin. Quand je vois effectivement que le document n'est pas forcément adapté aux spécificités locales et à une vraie difficulté de mise en œuvre, ça peut être compliqué. Alors, où est-ce que ça peut être compliqué? La première chose, c'est que vous n'avez pas d'e-commerce si vous n'avez pas d'e-paiement. C'est-à-dire, c'est pas la peine de faire de l'e-commerce si vous n'avez réellement pas de capacité de faire de l'e-paiement. Parce que l'e-commerce, je dirais, c'est un modèle économique très particulier qui fait que finalement, il est toujours compliqué, c'est que le commerçant doit d'une certaine façon avoir la main sur le paiement, même s'il peut pas l'encaisser au moment de la réalisation de la transaction. Il peut pas toujours, c'est pas toujours économiquement viable d'attendre que le produit soit livré entre les mains du consommateur pour pouvoir réaliser l'acte de paiement. Donc globalement, pas d'e-commerce sans paiement. Et là, on a encore un cadre juridique en matière de paiement qui est, relativement balbutiant, mais surtout, on a des problématiques avec des solutions de paiement, je dirais qui, aujourd'hui sont assez disparates, et pas forcément, toutes efficientes pour des problématiques d'interopérabilité. C'est-à-dire, c'est très clair quand vous avez, par exemple, un compte de mobile paiement dans un pays africain auprès d'un opérateur, ben, vous allez pas pouvoir dépenser effectivement, je dirais chez des commerçants qui ne sont pas affiliés à cet opérateur-là. Donc la monnaie n'est pas interopérable. La monnaie, je dirais, électronique n'intervient que dans un contexte, très, très fermé. Or, on a un taux de bancarisation qui lui-même, reste encore assez réduit. Donc qui dit taux de bancarisation faible dit moyen de paiement électronique, c'est-à-dire carte bancaire, pour ne pas la nommer faible, et véritable difficulté à accéder à des outils support comme PayPal, voilà, par exemple pour ne pas le nommer. Donc cette deuxième condition-là, elle est difficilement remplie. Enfin, la troisième condition, c'est vraiment la problématique de la logistique, hein, qui effectivement, pose de vraies difficultés, dans la mesure où acheminer, un bien depuis un e-commerçant, vers le consommateur final reste un véritable challenge parce qu'il n'y a pas encore de réseau logistique qui soit adapté. Mais il faut quand même être optimiste parce que quand Maud et moi, ben, on a commencé à travailler il y a une dizaine d'années, le réseau logistique n'était pas aussi maillé en France qu'il l'était aujourd'hui. On disait, il y avait beaucoup d'articles, qui disaient à l'époque que, en fait, le véritable challenge de l'e-commerce, ça serait la logistique parce que il n'y avait pas aujourd'hui, il n'y avait pas à l'époque le développement, un réseau logistique aussi maillé qu'il existe, aujourd'hui, et effectivement, quand vous passiez commande d'un produit, vous pouviez attendre plusieurs semaines, pour être livré ou être obligé d'aller chercher vos produits à la poste, et cetera. Je dirais en l'espace de 10 ans, il y a des solutions de livraison innovantes qui se sont développées et qui aujourd'hui sont, extrêmement performantes. Vous commandez votre produit sur Amazon ce soir, et beh, demain matin, il est livré. Vous avez le livreur qui vous réveille. Il vous apportera pas le café, mais il vous apportera votre produit. Maud? Alors, je ne sais pas s'il faut répondre directement à la question sur la mise en place d'une réglementation numérique spécifique. Oui. Alors, moi, je dirais que pour l'Afrique, mais bon, peut-être que je vais un peu vite, mais c'est vrai que je dirais plutôt que c'est du m-commerce que du e-commerce, parce que c'est vrai que de ce que j'ai compris, on était plus une utilisation mobile et finalement, parce que ça, c'est sûr que c'est extrêmement développé l'utilisation du téléphone plus que passer par Internet nécessairement. Enfin, je dis l'ordinateur, hein. Donc c'est vrai que oui, c'est nécessaire pour eh bien permettre ce rééquilibrage entre celui qui finalement paye, enfin essaye d'acheter un bien ou un service via son téléphone et celui qui vend, parce que en l'absence de réglementation numérique spécifique, eh bien on peut se poser la question de, enfin pour vous donner un exemple assez concret, par exemple le e-commerce en France n'est pas forcément possible pour certaines prestations.
parce qu'on considère que la réglementation va pas s'appliquer. Elle va pas s'appliquer de la même façon, par exemple, quand vous achetez un bien matériel lambda, c'est-à-dire que c'est juste, par exemple, une serviette de bain, et si, par exemple, vous achetez une serviette de bain personnalisée, eh bien, c'est une réglementation, on va pas imposer les mêmes choses, et vous n'allez pas pouvoir, par exemple, retourner le produit. Parce que vous avez commandé un produit avec votre nom, votre prénom, le nom de votre famille, eh bien finalement, vous n'allez pas pouvoir retourner le produit, alors que si vous achetez juste une serviette normale, eh bien vous pouvez la retourner. Donc oui, il faut une réglementation spécifique pour savoir déjà, pour pas se faire avoir. Et quelque part, la règle numéro 1 en matière de numérique, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'en fait, il faut créer une confiance dans celui qui achète pour être sûr qu'il n'ait pas l'impression de se faire arnaquer. Et c'est la raison pour laquelle, si je compare avec la loi française, qui est arrivée sur la confiance pour l'économie numérique en 2004, donc voilà, elle date de 2004, l'objectif, c'était de créer une confiance pour que quand le consommateur il va sur un site de e-commerce pour acheter un produit, eh bien, il ait confiance et qu'il n'ait pas l'impression de se faire avoir. Et donc, du coup, il va sur un site où il sait que le e-commerçant, il a été encadré par une règle. Et s'il voit qu'un certain nombre de mentions ou un certain nombre de mentions ou de modes de paiement n'apparaissent pas, il se dit ah ben non, c'est pas un bon site, je vais me faire arnaquer, je vais aller sur un autre. Voilà. C'est oui, effectivement. Ouais, bah, du coup, justement, d'où vient une question aussi concernant le consommateur. Vous avez parlé effectivement de la confiance. De quelle manière on peut protéger ce consommateur? C'est-à-dire, en d'autres termes, quels sont vraiment ses droits dans le e-commerce? Si vous voulez, en fait, le droit du e-commerce, c'est un droit qui vient en fait rétablir de l'équilibre dans une relation qui est déséquilibrée. Pour compléter la question de dire est-ce qu'il faut vraiment un droit de l'e-commerce alors qu'il n'y a pas d'e-commerce, si vous voulez, en réalité, il faut anticiper. C'est-à-dire que la réglementation en Afrique, elle n'a pas le choix. Elle doit nécessairement, en fait, tenter d'anticiper sur ce qui va arriver et ne pas courir en fait après la réalité. Parce que quand vous allez en fait dans certains pays, vous allez voir qu'il y a énormément de transactions qui se font sur WhatsApp. Voilà. Aujourd'hui, la première appli e-commerce de l'Afrique, c'est WhatsApp. Ce sont les groupes WhatsApp sur lesquels il y a énormément de choses qui se vendent. Et en réalité, ce que vous allez acheter, pardonnez-moi, votre réservé, votre poisson fumé sur le marché d'Adjamé, voilà, ou acheter, je dirais une bicyclette auprès de votre commerçant attitré sur WhatsApp, en réalité, je dirais, le besoin de réintroduire de l'équilibre dans la relation commerciale, il va être exactement le même. Donc, réellement, je dirais de l'e-commerce en Afrique, il existe. L'e-commerce est-il encore balbutiant? Oui, mais la réglementation doit absolument anticiper sur ce qui va arriver. Voilà. Et les spécificités doivent donc être prises en compte parce que réguler un site WhatsApp ne se fait pas de la même façon qu'on va réguler une application mobile. D'accord. Disons que ça déséquilibre la relation. En fait, si vous voulez, quand on fait du e-commerce sur WhatsApp, par exemple, eh bien, on va avoir des problématiques ça va pas permettre à des nouveaux prestataires d'arriver sur le marché, puisqu'en réalité, on est sur une absence il y aura pas d'égalité de concurrence entre les différents prestataires. Voilà. Parce que WhatsApp, c'est une relation dans un groupe, c'est du one-to-one, ou éventuellement dans un groupe d'utilisateurs fermés. Et donc, ce qui fait que ça va quelque part ne pas permettre à d'autres prestataires d'arriver sur un marché, voilà. Et le marché, pour arriver sur un marché et pour réguler un marché, eh bien, il faut que tout le monde respecte les mêmes règles. Dans un écosystème un peu spécifique, parce qu'en Afrique, le système n'est pas le même, l'écosystème n'est pas le même qu'en Europe, et donc avec un écosystème juridique adapté. D'accord. Justement, quand on parle effectivement là actuellement des droits sur les droits pour protéger les consommateurs, en revanche, forcément, il y a des obligations aussi concernant les e-marchands. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire, nous expliquer ou nous citer un peu ces obligations par rapport aux commerçants, je dirais, qui sont sur le net?
Je vais vous dire d'une manière générale ce qui s'applique en matière de réglementation en Afrique sur les obligations du e-commerçant. Ça va être, je dirais, principalement de respecter un certain nombre de règles de ce qu'on appelle le parcours client. C'est-à-dire le parcours client, j'arrive sur la page, je sélectionne mon produit. On a l'impression que tout ça n'est que la suite de règles numériques, enfin de règles technologiques, mais en réalité, on suit une règle de droit, une règle juridique qui dit le consommateur arrive sur une page, il doit avoir toutes les informations sur les caractéristiques du produit. Quand je dis caractéristiques, c'est, je ne sais pas si vous achetez une table, alors c'est plus difficile, mais enfin bon, vous avez les dimensions exactes et pas forcément, parce que la photo ne correspond pas forcément. Donc, il faut dire les couleurs, la dimension exacte, parce que la photo n'est pas contractuelle, on dit ça souvent, c'est une photo indicative, etc. Donc, il y a la couleur, on voit pas bien sur Internet, donc il faut la couleur, les dimensions exactes, hein toutes les caractéristiques du produit, à vrai dire. Exact, voilà, toutes les caractéristiques. Le prix, oui. Et quand vous sélectionnez le prix, il ne faut pas que le montant de la livraison finalement modifie le prix à tel point que, en fait, vous imaginez que vous achetez quelque chose pour 12, bon, moi je vais dire en 12, enfin, je vais dire en euros, mais 12 euros. Et donc, quand vous avez des frais de livraison qui sont équivalents à 12 euros, c'est-à-dire au prix de la table, peut-être vous l'auriez pas acheté, vous seriez descendu en bas et vous l'auriez acheté. D'accord? Donc, il faut absolument savoir combien va coûter la livraison. Donc là, c'est une obligation d'affichage du prix avec du prix du produit, du prix de la livraison, du prix des taxes s'il y a des taxes et évidemment dans combien de temps je peux renvoyer ou rapporter le produit dans un magasin parce que il est possible, il y a ce qu'on appelle le droit de rétractation parce que comme on considère que vous êtes un petit peu, vous voyez pas le produit, donc vous pouvez ne pas être sûr, vous avez dans la majorité des réglementations ce qu'on appelle un droit de rétractation. On doit dire, en fait, je me suis trompé, j'imaginais que c'était une autre couleur de table. Quand je l'ai eu chez moi, ça va pas du tout. Donc, je vous renvoie le produit. Ou vous venez le rechercher. Voilà. C'est souvent, ils viennent le rechercher. Voilà. Et donc, ce droit de rétractation, c'est dans un délai. C'est-à-dire que vous avez 15 jours ou 30 jours, ou voire plus, selon les prestataires. Voilà. Ça, c'est des obligations. Il ne peut pas dire, vous l'avez, c'est tant pis pour vous, vous êtes trompé, tant pis. Voilà. Parce qu'en plus, ça ne crée pas la confiance. La confiance, c'est aussi parce qu'on a le droit de dire je me suis trompé. Du coup, il y a oui, il y a ce genre de droit en Afrique. Oui, tout à fait, tout à fait. Ce genre de droit existe en Afrique. Il est vraiment, j'insiste sur ce que Maud dit, je mets vraiment l'accent parce que le droit de rétractation en matière d'e-commerce, si vous voulez, c'est une des clés de l'e-commerce. Pourquoi ? Parce que quand j'achète un produit en ligne, ce n'est pas comme si j'allais dans une boutique physique. Voilà, c'est-à-dire, une fois que je reçois le produit chez moi, c'est là où je vais me rendre compte réellement des caractéristiques du produit. Alors, je peux acheter, par exemple, une imprimante, comme il y en a une derrière moi que j'ai achetée en ligne, et me rendre compte, en fait, que j'ai été un peu vite trop alléché par la promotion à moins 50% et qu'en fait, je voulais une imprimante recto verso, mais qu'en fait, elle n'imprime pas recto verso, ou je voulais une imprimante qui scanne et en fait, elle ne scanne pas, le chargeur ne scanne pas. Donc, je dois pouvoir effectivement retourner le produit. C'est un facteur de confiance parce que quand vous êtes en ligne, le produit, vous le voyez, vous ne le touchez pas, vous n'avez pas la possibilité de l'essayer. Alors, c'est clair que demain, avec la réalité virtuelle, probablement qu'on pourra faire plein de choses. Il y a plein de choses qui arrivent avec la simulation et la réalité virtuelle, en particulier avec l'application des technologies de jeux vidéo en fait à l'e-commerce. Vous allez pouvoir en fait rentrer comme dans nos jeux, toucher l'objet, le manipuler, l'utiliser. Mais en attendant que tout cela n'arrive, il faut effectivement pouvoir bénéficier de ce droit de rétractation. Alors, sans exclusive, je dirais les réglementations, les lois et les décrets que nous avons pu voir en Afrique de l'Ouest, en particulier, comportent toutes, en réalité, un droit de rétractation. Voilà. Mais aujourd'hui, est-ce que ce droit de rétractation est vraiment appliqué ? C'est une autre chose, parce que derrière le droit de rétractation, il y a une problématique de paiement
Donc, il y a une problématique d'obligation de remboursement. Donc, il y a une problématique monétique dit paiement, tout simplement. Donc, il faut faire un flux inverse du flux de paiement. Et aussi, il y a une problématique d'ordre logistique, parce qu'il faut être capable, effectivement, de retourner le produit. Alors, quand on voit qu'en Afrique, on a déjà du mal, en fait, à acheminer le produit du commerçant vers le consommateur, le flux inverse devient particulièrement compliqué. Je ne sais pas, Maud, si par rapport Oui, à non, ce non, qu'on avait pu dire d'ailleurs il y a quelque temps dans un pays d'Afrique de l'Ouest, je ne sais pas de si tu l'Ouest. as d'autres choses à dire. Non, non, c'est ça, c'est ça. Le sujet est plus logistique. Donc, on peut avoir un cadre juridique et dans le pays dans lequel on est intervenu, on avait le cadre juridique, mais il y a encore le sujet logistique qui doit être complété par des prestataires un peu spécialisés. D'accord. Ok. Ouais. Là, si on parlait effectivement du cadre juridique, la question que je voulais vous poser, est-ce qu'il y a vraiment une réelle relation entre ce cadre juridique et puis la sécurité des systèmes d'information, à vrai dire? Alors, il y a un vrai sujet, parce que, si vous voulez, qu'est-ce que c'est qu'un site e-commerce? Voilà, c'est en fait, on va faire de manière très schématique, en fait, c'est 3 systèmes d'information qui vont dialoguer. C'est, je dirais, en amont, le système d'information de l'e-commerçant, donc son site d'e-commerce. En aval, donc le terminal, donc du consommateur. En règle générale, comme l'a dit Maud tout à l'heure, c'est un terminal mobile, voilà. Et puis entre les 2, donc le système d'information internet, voilà, qui est un vaste système d'information réparti, distribué, mélangeant tous les types de réseaux, de protocoles, d'infrastructures possibles, et imaginables. Donc oui, si vous voulez, donc la sécurité, elle est déjà une question de sécurité de l'échange. Ensuite va venir une question de sécurité de la transaction. Maud pourra vous en dire plus. C'est-à-dire qu'en réalité, je dirais quand, qui me garantit, par exemple, quand je vais aller sur un site e-commerce, voilà, qui me garantit que c'est le bon site e-commerce? Voilà, demain, voilà, vous êtes, dans l'informatique, vous êtes même Scrum Master, vous allez voir, par exemple, demain, qu'est-ce que je fais? Je vais créer un faux site au nom de ma banque. Voilà, je vais vous envoyer un lien, veuillez vous connecter, et cetera. Vous rentrez votre numéro de carte bancaire, votre code secret. Si vous n'êtes pas très alerte, j'ai attrapé l'information. Donc, quand je vais acheter sur un site e-commerce, personne aujourd'hui, voilà, en Afrique ne va nécessairement me garantir que c'est bien le bon site. Qu'est-ce qui permet d'avoir ce mécanisme de garantie-là? Ce sont des mécanismes assez complexes que l'on ne voit pas immédiatement, qui sont des mécanismes de PKI, donc d'infrastructure à clé publique, de certificats électroniques, hein, de certificats à la norme Tout à IEC fait. 509 de l'IUT, qui vont permettre de dire oui, ce site-là, le site de la banque, c'est bien effectivement ce site-là, et permettre à votre navigateur, de manière totalement transparente, d'y aller. Donc, il y a vraiment effectivement cette question de sécurité, elle est absolument prégnante dans les problématiques de systèmes d'information, enfin dans les problématiques d'e-commerce. Après, il y a encore d'autres choses qui vont arriver, qui sont les données personnelles. C'est-à-dire que une fois que mes informations de paiement sont stockées, mes données personnelles sont stockées, mes préférences, etc. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Quand on voit aujourd'hui qu'en matière électronique, beaucoup de banques, vous savez, quand vous êtes en Afrique et que vous essayez de retirer de l'argent avec votre carte européenne, il arrive assez souvent d'ailleurs que le distributeur, le DAB, le distributeur automatique de billets, rejette en fait votre carte. Pourquoi est-ce qu'il le rejette? Parce qu'en réalité, il n'est pas à la norme PCI DSS, c'est-à-dire qu'il n'est pas à la norme qui permet donc à tous les systèmes bancaires de pouvoir communiquer et de garantir lorsqu'en fait la requête, en fait ce qui se passe, c'est que lorsque l'automate envoie une requête d'autorisation entre guillemets vers votre banque voit que la requête arrive d'un site qui n'est pas PCI DSS, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le refuse. Ouais, donc quand on voit qu'on a déjà du mal en fait à sécuriser les transactions de carte bancaire, ben, on peut imaginer ce que ça peut être lorsqu'on veut sécuriser des transactions, je dirais, totalement dématérialisées. Il y avait une question, mais je crois qu'on l'a perdue en fait. Euh, J'ai vu passer une question, mais voilà, mais je l'ai perdue. j'ai pas fait attention au petit.
Ok, bah, oui, mais effectivement, notamment, bah, là aussi, on avait dit hein, que par rapport il y a énormément de scammers aussi hein, en Afrique. Hein. Donc, clairement, effectivement, ça un peu perturbe un peu, je dirais, c'est un peu ce commerce électronique. C'est vrai que, la problématique des scammers, bon, c'est pas du commerce électronique parce que, bon, enfin si, on peut dire, voilà, le scammer, c'est quelqu'un qui va vous hameçonner, voilà et qui va vous amener en réalité à vous donner un certain nombre d'informations. C'est sûr que ça ne peut être qu'un facteur, limitant dans la mesure où ça fait peur, en réalité. Mais, voilà, mais le scammer, c'est du droit criminel, hein, c'est du droit pénal. Mmh, Voilà, ce n'est tout pas à fait. vraiment du droit du commerce électronique, c'est plutôt, du droit pénal. OK, merci. Une autre question concernant effectivement toujours le cadre juridique, hein, du paiement électronique. Donc, en quoi ce cadre peut-il accélérer le développement du e-commerce, sur le continent africain? Maud, je veux pas monopoliser la parole. Alors on t'entend pas Maud. Voilà. Non, mais ce que bah, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on s'est dit. Oui, pourquoi? Bah, pour créer la confiance. Pour créer la confiance et puis pour, du coup, c'est un petit peu la règle pour permettre à tous d'aller réaliser des hors l'écosystème et les obligations des e-commerçants. C'est vraiment, créer la confiance dans celui qui va acheter. Et d'ailleurs, la première loi s'appelait la en France, là, c'est la loi pour la confiance dans l'économie numérique parce que le législateur s'est rendu compte que, s'il y avait pas de confiance, il y aurait pas d'économie numérique. On a oublié tout ça parce qu'aujourd'hui tout est tellement sécurisé, c'est tellement propre, mais ceux qui ont plus de 20 ans, peuvent assez facilement, se rappeler, de l'e-commerce dans les années 2000. Ça n'avait absolument pas la même configuration, qu'aujourd'hui. Vous pouviez payer sur un site, et ne jamais recevoir le produit que vous aviez commandé. D'accord, oui. Et bah, effectivement, c'est la réalité. Et puis, ouais, effectivement, en parlant des types de paiement, si j'en parle un peu de la crypto-monnaie, clairement, quels sont les enjeux, je dirais, pour ce développement du e-commerce? Alors, la crypto-monnaie, enfin, pour mettre un mot sur les choses, c'est un enjeu nucléaire. Je dirais même thermonucléaire. C'est-à-dire que, imaginez que, je dirais depuis, on va dire, depuis 1000 ans, en réalité, l'humanité a bâti des systèmes monétaires, d'accord? Des systèmes qui sont basés en réalité, sur, je dirais la richesse nationale d'un pays, c'est-à-dire la monnaie, voilà, ou le franc CFA, on va le prendre puisqu'on en parle beaucoup en ce moment. La monnaie d'un pays est directement corrélée à la richesse de ce pays-là et la banque centrale a pour seul et unique rôle de dire, bah, un billet, de 100 €, de 50 € ou de 20 € représente effectivement une fraction de, la valeur économique du produit intérieur brut et pourra à ce moment-là être honoré. C'est-à-dire, globalement, si je prends, 1 000 € et que je vais aller acheter de l'or, voilà, beh, il faut qu'avec ces 1 000 € là, je puisse acheter de l'or et que le marchand d'or ne me dise pas: «Mais non, vos 1 000 €, ils ne valent rien» ou «Ils ne valent que 1 gramme d'or», là où la veille, j'aurais pu en acheter 10. Donc il y a un système monétaire qui s'est bâti autour de ça avec un contrôle des banques centrales, quelque chose d'assez complexe, je dirais, je dirais d'assez sophistiqué, dans les mécanismes monétaires. Donc imaginez que, vous avez tout d'un coup, voilà, une monnaie qui arrive, qui n'est assise sur rien, sur aucune forme de valeur, voilà, mais uniquement, finalement, sur, la comment dire? Sur la confiance, même pas la confiance, sur l'intérêt et la crédibilité que lui fournissent un nombre d'acteurs restreint. Quand vous imaginez aujourd'hui, c'est la communauté des utilisateurs de bitcoin aujourd'hui, ce n'est même pas 10 des internautes au niveau mondial. Pourtant, la valeur du bitcoin a été multipliée par plusieurs milliers de fois en l'espace de 15 ans.
Donc, c'est quelque chose de totalement thermonucléaire et beaucoup de réglementations africaines n'ont pas encore, de législateurs africains n'ont pas forcément pris la pleine mesure parce que ça veut dire que demain, on va pouvoir faire de l'e-commerce dans une monnaie autre que la monnaie nationale. Ce n'est ni plus ni moins que ça. Quand Facebook veut mettre en place le Libra, quand on voit que déjà il y a beaucoup de transactions qu'on peut faire directement dans Facebook, imaginez que demain, plutôt que de payer en euros, plutôt que de payer en CFA, plutôt que de payer en Ghana Cedi ou en dinars, je vais payer tout simplement en Bitcoin la transaction. Et donc, cette transaction elle va échapper totalement, mais totalement, donc à tout système de contrôle monétaire. Et là où c'est thermonucléaire, c'est que la transaction peut aussi échapper totalement à toute forme de fiscalité. Il n'y a pas de TVA, il n'y a rien. Il n'y a pas de TVA sur le Bitcoin. D'accord. Vous voyez? Oui, Voilà. oui. Donc on est effectivement, aux prémices de quelque chose de potentiellement, explosif, qui ne concerne pas que l'Afrique, voilà. Mais il ne faut pas oublier que les Africains ont tendance à adopter en avance de phase, les évolutions technologiques. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, les réseaux qui se déploient en Afrique, ce sont des réseaux 5G. C'est pas de la 3G, c'est pas de la 4G, c'est directement de la 5G. Donc si les crypto-monnaies se développent effectivement auprès du grand public, il est clair, net et précis et certain qu'elles se développeront en premier lieu en Afrique. Et là, c'est un véritable péril pour la souveraineté économique des États. Ok. Du coup, peut-être la toute dernière question que je vous poserai, c'est concernant les facteurs, en gros, quels sont les facteurs du succès de ce développement de e-commerce? Pour un peu, voilà, résumer tout ça. Pour moi, les facteurs de succès, c'est vraiment que les pouvoirs publics fassent émerger une réglementation pour finalement faire reposer le e-commerce sur une base juridique qui permette son explosion. Voilà. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est un facteur de succès, c'est que les pouvoirs publics y croient. Et pour y croire, il faut aussi mettre un cadre, le compléter quand il y a des manques et créer et quelque part donner un exemple en mettant en place, je sais pas moi, un mécanisme pour faire sa carte d'identité numérique, pour faire des procédures, pour avoir son extrait d'acte de naissance en ligne. Voilà, c'est plein de démonstrations que les pouvoirs publics y croient eux-mêmes. Voilà. C'est vrai que, pour enchérir, hein, c'est réellement cela. C'est-à-dire, c'est vraiment la capacité des pouvoirs publics à s'approprier les enjeux, et à les traduire effectivement en c'est très simple, voilà, il faut réguler, inciter, sanctionner. Voilà. Une fois qu'on a compris ce triptyque-là, on est capable d'avancer et ce que dit Maud, c'est vraiment critique et précieux parce que, réellement, je dirais, si les pouvoirs publics ne s'approprient pas les problématiques, ça n'avancera pas. Et je pourrais ajouter aussi que, au demeurant, il faut que ces problématiques soient appropriées parce que l'e-commerce n'a pas de frontières. Donc, il faut que ces problématiques soient à minima appropriées dans un cadre sous-régional. Ça ne sert pas à grand-chose de faire des réglementations nationales à des échelles de pays africains qui sont réellement, je dirais, modestes, qui malheureusement sont des nains économiques. Ça ne sert pas à grand-chose. Il faut envisager tout de suite au moins l'échelon sous-régional. Alors, il y a une initiative très intéressante qui a été mise, qui est en train d'être mise en œuvre donc par Smart Africa. Smart Africa, qui est donc une ONG d'origine rwandaise, à laquelle ont adhéré les 54 États africains et qui se donne pour ambition donc de doter chaque Africain d'une identité numérique. On peut espérer que le succès de cette initiative-là constitue, comme l'expliquait Maud, un support, en tout cas l'un des facteurs de succès de l'e-commerce en Afrique. Ok, merci Patrick. Là, je pense que voilà, on a fait le tour un peu sur tout ce qui concerne la législation de e-commerce. Comme je l'avais promis tout au début, donc il y a quelques questions des participants
que je vous poserai. Voilà, on ajoutera encore un petit quart d'heure, histoire de répondre au maximum aux questions des participants. Donc, la première qui est remontée, c'est d'un des téléspectateurs, c'est en quoi la législation peut aider les startups africaines dans le e-commerce. Alors, en quoi la législation peut aider les startups africaines dans le e-commerce? C'est-à-dire que globalement, si vous voulez, une startup, c'est ce que disait Maud, si les pouvoirs publics s'emparent du sujet, ils vont comprendre. Parce qu'une startup, c'est très simple. Voilà. Elle a besoin d'argent, elle a besoin de règles du jeu, et elle a besoin de clients. Donc, si effectivement la réglementation joue son rôle, mais pas seulement encadrer, c'est-à-dire en Afrique, quand vous faites une loi sur l'économie numérique, vous ne pouvez pas juste dire, il faut que le produit soit présenté de telle manière, il faut que le tunnel d'achat soit présenté de telle manière, il faut que le droit de rétractation puisse être exercé. C'est très bien de le faire, mais ça n'est pas suffisant. La loi doit être accompagnée de mesures d'incitation. C'est que quand on dit qu'il faut qu'il y ait donc un paiement sécurisé, quelles sont les mesures que l'on met en place pour qu'effectivement il y ait un paiement sécurisé? Quand on met un droit de rétractation, quelles sont les mesures que l'on met en place pour que le flux retour de marchandises depuis le consommateur vers le commerçant puisse effectivement être mis en œuvre? Si on veut développer de l'e-commerce, est-ce qu'on a un réseau logistique? A-t-on encouragé l'existence d'un réseau logistique? Donc, il y a tout un écosystème. On ne peut pas juste faire une loi pour réguler quelque chose qui n'existe pas encore pleinement. La loi doit effectivement permettre d'inciter, de favoriser, d'accompagner, je dirais, le développement du secteur. Donc là, on sort du simple cadre de régulation du commerce électronique pour entrer dans un cadre d'incitation. Mais le maître mot, c'est que si vous régulez uniquement, vous régulerez, pardonnez-moi l'expression, des cimetières. Il ne se passera rien. Vous allez faire une belle loi qui sera extrêmement cohérente, voilà, mais vous ne régulerez rien. Si vous voulez réguler quelque chose, il faut favoriser l'émergence du secteur. Donc, le législateur en Afrique, il a un double challenge. C'est réguler, mais aussi permettre le développement du secteur. Ok, merci. Là, on est arrivé presque à la fin de la séance, hein, donc il nous reste à peu près 10 minutes. Si vous voulez rajouter un mot de la fin, donc je vous laisse voilà, le mot de la fin. Je laisse le mot à Maud. D'accord. Voilà. Le mot de la fin, c'est qu'il faut quand même, ça reprend un petit peu ce qu'on avait dit au début, mais il existe quand même quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a un cadre naissant, mais qui doit être complété pour permettre la vraie vie du e-commerce ou du m-commerce, peu importe comment il sera organisé. C'est vrai qu'on ne voit pas forcément quand on est devant son ordinateur ou sur son téléphone, on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière, mais c'est vrai que voilà, le clic implique on enlève le produit du stock. Du coup, ça veut dire que quand le prochain consommateur il ira sur ce site, et il saura que il y a plus les produits. Et s'il n'y a pas derrière cette chaîne logistique qui permet ensuite de déclencher que le livreur va chercher le produit à tel endroit pour le livrer, ou idem que ce soit pour un mécanisme de prestation de service. Mais voilà, c'est toute une chaîne de confiance qui doit être mis en place. Mais il existe quand même déjà des choses. Je pense qu'il y a plusieurs projets en Afrique pour, comme le disait Patrick, comme le e-commerce n'a pas de frontières, pour finalement compléter ce qui existe en matière de signature électronique et de documents, de validité de documents électroniques, qui peut être complété au niveau de l'OHADA pour avoir quelque chose d'un peu homogène au niveau de l'ensemble des pays du continent africain. Merci beaucoup, Maud. Là, du coup, on est arrivé donc à la fin de la séance. Je vous remercie beaucoup pour ces explications qui étaient vraiment très claires. Et puis, voilà, pour vos interventions qui étaient vraiment constructives. Et voilà, aux participants, je vous donne rendez-vous pour de prochaines séances. Et je vous dis à très bientôt. Mais merci encore à Maud et puis à Patrick. Voilà. Merci beaucoup. C'était un plaisir en tout cas. Merci Reski. Au revoir, merci. Bonne soirée. Au revoir. Allez, bonne soirée à vous et bonne soirée à vos téléspectateurs. Allez, au revoir.
Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.